Bonjour et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous des courtiers, l'émission qui vous permet d'avoir un contact direct avec les assureurs de leur place et leurs dirigeants. Alors soyons francs, on ne s'est pas beaucoup vu dans ce cadre-là, dans cette année 2020. En revanche, on a passé pas mal de temps ensemble, en juin et en juillet, à l'occasion des matinales du Tour des régions de Planète CSCA. Merci d'ailleurs de votre participation parce que vous avez été très nombreux, comme en témoignent les audiences et les commentaires. Alors, en vous écoutant, à l'occasion de ces matinales du Tour des régions de Planète CSCA, j'ai eu le sentiment quand même qu'il y avait une sorte de malaise. En vous écoutant, j'ai eu le sentiment que finalement les mots fournisseur et partenaire ne voulaient pas ou ne voulaient plus dire exactement la même chose. Alors d'où l'importance de ce rendez-vous des courtiers qui est un lieu d'échange, cash parfois, mais utile pour des relations saines. Alors, notre premier invité pour cette nouvelle saison était avec nous il y a de cela 2 ans, c'était en septembre 2018. Il est directeur général de SMA Courtage, Vincent Figarella. Bonjour. Bonsoir et merci de l'invitation. Alors, Vincent, vous connaissez la règle du jeu puisque vous êtes déjà venu 2 parties. Une première partie où vous répondrez à nos questions et une deuxième partie où vous débattrez avec le président de Planète CSCA, Bertrand Surmont. Bonjour. Bonjour Jean-François, bonjour à tous. Bien, vous l'avez noté, j'ai dit nos questions, c'est-à-dire les miennes et, puisque cette émission est interactive, les vôtres. Alors, je suis seul en plateau pour des raisons de protocole sanitaire, mais il est en régie, Georges Delataille, donc vous connaissez la règle du jeu. Vous avez une petite zone sous la vidéo et vous posez votre question. Elle arrive chez Georges qui me les transmet en plateau. Allez, voilà, on est ensemble pendant 45 minutes environ. Vincent Figarella, on va pas tourner autour du pot. Naturellement, on va parler de toute l'offre de SMA Courtage. Mais j'ai envie, pour commencer, je disais, ces relations qui peuvent être un peu compliquées entre les assureurs et le monde du courtage, par vous faire passer votre test PCR. Alors, PCR, ça veut dire Partenariat Courtage Review. Autrement dit, dans la crise de la Covid-19, qu'est-ce que vous avez fait comme action par rapport aux clients et par rapport au monde du courtage ? Alors oui, effectivement, la période que l'on vient de traverser a été un petit peu compliquée, que ce soit pour les courtiers et bien évidemment aussi pour leurs clients. Et donc, SMA Courtage s'est inscrit dans ce qu'elle est sa stratégie habituelle, à savoir un accompagnement de nos partenaires. Donc, dans le terme partenaire, il y a effectivement partenariat. Et donc, l'idée a été très rapidement de mettre toutes les équipes en télétravail. L'inspecteur commercial, qui est le pivot de la relation avec le courtier, a pris contact avec le courtier pour faire un bilan, j'allais dire, des situations à traiter, l'urgence. Et ensuite, on a déployé une boîte à outils que l'on a présentée au courtier. Le courtier a la possibilité d'utiliser ces différents outils dans cette boîte à outils. Ok, alors juste, soyons très précis, qu'est-ce qu'il y avait comme tournevis, comme marteau et tout ça dans votre boîte à outils? Parce qu'une boîte à outils, elle peut être plus ou moins bien achalandée. Voilà, alors il y avait plusieurs outils. Le premier, c'était tout le système d'accompagnement par rapport à la mise en place des processus d'arrêt des mises en demeure, d'arrêt des relances, stopper le contentieux, puisqu'effectivement, les clients de nos courtiers ne pouvaient pas obligatoirement avoir la possibilité de verser leurs primes. Ensuite, il y avait un accompagnement au travers de la mise en place de souplesse ou de possibilité d'être en garantie malgré l'absence de possibilité de déclarer. Par exemple, c'est la possibilité, très rapidement, on a donné au courtier d'obtenir 60 jours de prorogation de garantie sur les garanties tout risque chantier sans qu'il y ait obligatoirement mise en place de mesures particulières ou lorsqu'il y ait nécessité de déclaration de ces prorogations de chantier. C'est la possibilité de maintenir les garanties, par exemple pour les engins qui étaient loués, puisque celui qui louait l'engin ne pouvait pas, j'allais dire, recontacter son loueur, son contrat de location s'arrêtait, il n'y avait plus aucune garantie, or l'engin était encore sur son chantier. Donc il fallait que celui-ci soit automatiquement couvert. Donc c'est déjà, en termes de garantie, c'est la mise en place de tous ces outils. Mais j'allais dire, après, j'ai envie de vous montrer les questions d'argent, parce que là, vous me parlez de garantie, c'est un côté du... Est-ce que vous avez dit, on va faire des ristournes,
on va... Voilà, alors la deuxième palette d'outils, c'était effectivement la prise en considération de la baisse de risque pendant cette période de confinement pour nos assurés, donc pour les artisans et puis pour nos transporteurs et l'ensemble de nos flottes automobiles qui étaient à l'arrêt, et donc d'avoir une possibilité de remboursement d'un mois de prime. Alors cette possibilité, elle était offerte au courtier et le courtier soit décidait de l'appliquer sur son portefeuille, soit décidait de l'appliquer sur un assuré qui effectivement en avait fait la demande. Ok, donc là vous êtes en train de me dire, nous ce qu'on a présenté, ce n'est pas des mesures qui sont tombées centralisées de Paris, qui ont dit SMA, la politique, si on va faire ça, mais on fait une boîte à outils et chaque courtier a la possibilité de dire je vais activer telle ou telle mesure en fonction des clients. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. Alors, mesure très décentralisée. Voilà, alors c'est des mesures qui étaient effectivement, la boîte à outils, elle a été conçue en centrale, mais bien évidemment l'utilisation, elle était à l'appréciation du courtier en appui avec son inspecteur. Ok, en pratique, est-ce que vous avez vu des différences majeures entre les courtiers? Est-ce qu'il y a eu des courtiers qui ont plus utilisé certaines mesures que d'autres? Et est-ce que vous avez vu, entre guillemets, de la dentelle faite par les courtiers qui ont dit bah, cette mesure, je vais la prendre pour tel client, cette autre mesure, je vais la prendre pour tel autre client? En pratique, la boîte à outils, elle a véritablement bien fonctionné en pratique ou tout le monde s'est retrouvé peu ou prou à faire la même chose? Non, alors il y a eu effectivement l'utilisation assez hétérogène de la boîte à outils en fonction d'abord de la taille et du profil du courtier et puis du profil de l'affaire. Donc il y a eu d'abord des situations où les assurés qui avaient entendu parler de remboursement de primes par d'autres assureurs, effectivement se sont retournés vers leurs intermédiaires pour demander s'il y avait l'existence du même principe chez SMA. Et donc, à ce moment-là, effectivement, la plupart du temps, il a été décidé d'accompagner aussi le mouvement. Par contre, il y a eu, dans d'autres cas, le courtier a décidé, compte tenu des résultats ou compte tenu de l'absence de difficultés ou de la non-paralysie, on va dire, de la flotte automobile pendant cette période, décidé de ne pas appliquer la mesure de remboursement de primes. Il y a une question qui est arrivée concrètement. Quelle somme a été accordée en globalité en réduction au courtier? Sur l'enveloppe de ce qui a bougé avec cette crise, ça a été chiffré? Alors, pas particulièrement pour l'instant, enfin, on n'a pas encore complètement fini ce chiffrage parce que déjà, il y a encore on a encore des demandes de révision, de primes provisionnelles, il y a encore des choses qui nécessitent quelques adaptations, mais l'utilisation, en tout cas la consommation de cette côté courtage n'a pas été très importante. Ok, donc vous nous dites, nous, la façon dont on a réagi, c'est qu'on a fait une boîte à outils. On a donné la possibilité aux courtiers de choisir en fonction de leurs clients ce qu'ils voulaient prendre. Le début de la crise et on va dire le début du malaise entre le monde du courtage et l'assurance, c'est les pertes d'exploitation. Je ne vous ai pas encore posé la question, donc je vous la pose. Est-ce que vous avez des contrats perte d'exploitation et des contrats perte d'exploitation sans dommage chez vous? Alors, on a très peu de contrats perte d'exploitation sans dommage, donc ce qui n'a pas effectivement donné lieu aux mêmes difficultés que mes autres confrères sur la place. Néanmoins, nous avons aussi de l'APE suite à dommage, et parfois la rédaction peut porter interprétation, est-ce que le dommage matériel est nécessaire ou pas. Et donc, la position, parce que la CPR a fait une enquête sur justement les contrats pour lesquels c'était clair et les contrats pour lesquels ça ne l'était pas forcément. Alors, ce recensement, nous l'avons fait. Nous sommes très très peu exposés. Il y a très très peu de contrats qui portent à interprétation ou qui seraient de l'APE sans dommage. Donc, nous avons, on va dire, on traite vraiment au cas par cas, que ce soit le processus, le calendrier de déclenchement des reports de préavis, de la négociation, de la réécriture du texte. C'est des choses qui restent, j'allais dire, très très ponctuelles, donc gérées, on va dire, au cas par cas, entre l'inspecteur, le souscripteur dommage et le courtier, bien évidemment. Ok, nous sommes au mois de septembre. La crise, le confinement, ça commence au mois de mars. Donc là, on vient un peu de parler du passé. Je voudrais qu'on parle de l'avenir. Aujourd'hui, il faut annoncer des plans de relance. Est-ce que vous avez un plan de relance? Alors oui, on a eu, parce que très rapidement, en fait, comme beaucoup, on s'est préoccupé un peu de la situation d'urgence qui était d'abord
d'empêcher une difficulté pour un assuré, pour un courtier, compte tenu du confinement. Ensuite, c'était adapter effectivement l'envergure, ou en tout cas la prime par rapport aux difficultés que pouvait avoir l'assuré en termes de prévision de chiffre d'affaires. Mais très rapidement, quand on a fait ça, on n'a fait que traiter l'existant et on ne donne pas de perspective d'avenir, j'allais dire, en tout cas de développement. Donc dès le mois de juin, on a réfléchi à lancer une opération pour redonner un peu de dynamique commerciale dans cet environnement. Et cette opération, cette relance de cette dynamique commerciale, elle a consisté à demander à chaque inspecteur de travailler sur une liste de partenaires qui étaient déjà des partenaires qui travaillaient assez régulièrement avec nous pour qu'on puisse les accompagner pour les aider à réaliser un peu plus d'affaires que, j'allais dire, que d'accoutumée. Alors, comment on peut aider un courtier à réaliser plus d'affaires que d'accoutumée? C'est d'abord en facilitant la mise en relation avec les souscripteurs. Ensuite, c'est en travaillant sur la réactivité, c'est-à-dire en rendant ces études prioritaires sur les bureaux effectivement, des souscripteurs. Et puis après, c'est de les accompagner quant à l'acceptation de certains risques ou en mettant un peu de budget commercial. Ok, donc travail ciblé sur des courtiers avec lesquels vous voulez avoir une relation privilégiée. Voilà, c'est déjà notre stratégie. On travaille qu'avec 350 courtiers qui sont animés sur 750 codes à peu près ouverts. Ces 350 courtiers animés aujourd'hui qui ont une relation de proximité avec leur inspecteur, on ne pouvait pas relancer une dynamique en priorisant si effectivement on avait redynamiser nos 350 courtiers. Donc d'abord, on s'est dit, on va voir ceux qui effectivement ont envie de jouer le jeu avec nous de cette façon. Et on a donc choisi, chaque inspecteur a choisi une dizaine de courtiers qui ont derrière été d'accord pour relancer l'activité de cette façon. J'entends ce que vous me dites. Plan de relance, plus grande réactivité, effort budgétaire, études techniques, etc. C'est lancé au mois de juin. Il y a la période estivale qui est passée par là. Est-ce que vous avez déjà des premiers retours sur est-ce que la méthodologie que vous avez mise en œuvre a permis effectivement à vos courtiers partenaires d'accroître leur activité? Alors, effectivement, quand on a lancé l'idée au mois de juin, les oiseaux de mauvais augure peuvent toujours dire que lancer quelque chose avant la trêve estivale, on ne verra pas grand-chose avant septembre. Et malheureusement, enfin, pour ces oiseaux de mauvais augure, on a des chiffres qui sont très très optimistes, puisque rien qu'au mois de juillet et pour la période de juillet et mi-août, on a reçu plus de 480 demandes d'études, ce qui représente un potentiel de primes sur des polices, j'allais dire, d'activité, RC-RCD, pour des entreprises, de la TPE, de la PME, ce qui représente à peu près une volumétrie de 8 millions d'euros de primes potentielles. Sur ces 8 millions d'euros de primes, on en a déjà réalisé 2 millions, donc vous voyez, pendant le mois de juillet et début août. Et c'est à peu près, ça représente par rapport à ce que pourrait amener ce nombre de courtiers réduits, aujourd'hui on est en 4 fois plus d'études amenées depuis le lancement de cette action. Quand on parle de budget commercial, ça veut dire qu'on commence à rentrer dans une guerre des prix? Vous allez vous lancer dans la guerre des prix? Non, non, pas du tout. Là, d'abord, c'est très très ciblé. C'est parce que parfois, il faut, j'allais dire, effectivement, dans une période où les prospects sont aussi regardants, puisqu'ils sont tous très impactés par la baisse de l'activité, eh bien, parfois, faut donner un petit coup de pouce tarifaire à l'entrée de risque. Donc voilà, mais ça reste très très raisonnable, puisque la consommation aujourd'hui de budget commercial est très faible en regard du potentiel d'affaires qui ont été tarifées. J'entends ce que vous venez de m'expliquer. Vous venez de m'expliquer, voilà, il y a la crise, on prend la décision de ne pas avoir de mesures centralisées, mais de faire une boîte à outils que chaque courtier puisse aller puiser dedans. Dès qu'on sort du confinement, on se dit, ça c'était défensif, il faut raider les courtiers avec lesquels on travaille pour se redévelopper. Juste, vous me présentez des mesures, réactivité, budget commercial, études techniques. Est-ce que, pardonnez-moi la question comme ça, est-ce que c'est un plan de relance? C'est-à-dire, est-ce que ça a vocation à se terminer? Ou est-ce que c'est un plan stratégique? Alors ça ne peut pas être un plan stratégique, puisque je vous ai dit, notre stratégie n'est pas de travailler qu'avec un nombre très très limité de courtiers. Donc non, c'était plutôt là un plan de relance très ciblé, court dans le temps, qui était simplement de vérifier que
j'allais dire, dans cette période de baisse de l'activité et de pessimisme ambiant, est-ce qu'il était possible, j'allais dire, de redonner une dynamique commerciale et donner l'envie à nos courtiers de leur prouver qu'on était des partenaires en les aidant à faire des affaires? Parfait. Vous nous avez donné les chiffres. On va faire le point justement sur la stratégie de SMA Courtage aujourd'hui. Donc vous nous avez dit 750 codes, 350 actifs? Oui. Ah non, 750 codes. Tous sont actifs, mais j'allais dire plus ou moins. Et ce que l'on a mis en place, c'est cette stratégie de relation de proximité par l'inspecteur. Donc l'inspecteur n'a qu'un nombre, j'allais dire, qui reste humain et de proximité de courtier dans son portefeuille. Et ce qui a conduit à ne travailler qu'avec 350 courtiers sur les 700. Il faut savoir que les courtiers animés, en moyenne, ramènent jusqu'à entre 10 et 30 fois plus d'études qu'un courtier qui n'est pas animé. Donc l'idée, voilà, après les courtiers qui ne faisaient plus rien avec nous, on est plutôt entré dans une stratégie maintenant depuis 2 ans de fermeture de code. Ok. Si on regarde la dernière fois qu'on s'était parlé, on avait vu que dans le plan triennal, il y avait à l'origine une volonté d'augmenter le nombre de courtiers, que vous aviez fait marche arrière là-dessus. Aujourd'hui, on reste dans la même stratégie, c'est-à-dire une stratégie d'animation d'un volume de courtiers non négligeable? Alors on reste effectivement dans cette stratégie puisque d'abord, cette stratégie, elle est à la taille de notre ambition. On est un assureur dans le courtage régionalisé. Notre ambition, c'est plutôt d'accompagner les courtiers de proximité, les courtiers spécialistes construction, bien évidemment, mais aussi les courtiers de région ou de proximité qui viendraient chercher chez nous en fait une compétence, savoir-faire pour les aider. Et ça ne peut pas passer par, j'allais dire, une gestion d'un nombre infini de courtiers. Il faut vraiment qu'on reste sur des tailles raisonnables. Aujourd'hui, vous ouvrez encore des codes ou pas? Alors, du coup, Aujourd'hui, on est parti de l'existant. Donc d'abord, on a fait un travail plutôt de fermeture de code pour j'allais dire, ceux qui étaient inactifs. Et puis, depuis 2 ans, on regarde régulièrement, lorsque les courtiers nous contactent pour ouvrir des codes, eh bien, on rentre dans une analyse. On a le droit de changer d'avis parfois, ou en tout cas de saisir des opportunités de partenariat avec des courtiers effectivement qui présentent, ou en tout cas qui adhèrent à cette stratégie-là. Et le solde, tous les ans, maintenant depuis 2 ans, et néanmoins, il y a plus de fermeture que d'ouverture, mais tous les ans, on va ouvrir une 50aine de codes. Voilà. Oh. Et on ferme 70 codes à peu près par an. D'accord. Donc ça fait un solde qui baisse tous les ans petit à petit. Voilà. Sur quel segment du marché vous avez envie d'aller? Où vous avez des nouveaux produits, où vous avez fait de nouvelles offres? Alors, on est toujours très très présent sur le BTP. Aujourd'hui, si on vient nous voir d'abord, si on vient pour travailler avec la SMA, c'est d'abord pour faire de l'assurance construction. Mais depuis quelques années maintenant, on a beaucoup également accompagné sur le monde du transport. Donc nous sommes un gros assureur aujourd'hui automobile. On est 7e, le groupe SMA, entre 6e et 7e en part de marché. Donc il y a vraiment en tout cas une capacité à faire en automobile. Entre-temps, on a continué de poursuivre par capillarité sur le dommage, c'est-à-dire qu'on est un gros assureur de bailleurs sociaux. On est passé aussi aujourd'hui de l'assurance sur de la copropriété, sur le monde de l'immobilier. Donc on continue de croître au travers, mais j'allais dire par capillarité sur les métiers de l'immobilier. On a pour 2020 et 2021 la possibilité, dans le cadre du développement vers du dommage, du risque d'entreprise, la possibilité aujourd'hui de prendre de la coassurance sueuse. Donc c'est quelque chose aussi qui va nous permettre probablement de croître sur ce marché, et dire derrière d'autres acteurs. Et on a continué de développer notre offre en apportant des garanties pour continuer d'habiller intégralement l'entreprise. Donc on a par exemple l'offre cyber qui est née en 2019 chez nous, et même l'offre tout risque chantier cyber, qui est une offre alors là vraiment spécifique construction, mais qui est d'apporter la garantie du risque cyber autour de la maquette numérique sur le chantier. Ok, ça c'est pour la partie assurantielle. Juste une question de groupe. J'ai vu que le 1er septembre, il y avait un nouveau président qui était arrivé à la tête du groupe SMA. Alors voilà, depuis le 1er septembre, donc, M. Chanu a succédé à M. Ridoré.
M. Chanu est l'ancien président de la FFB. Et voilà, il est de principe que les anciens présidents de la fédération deviennent ensuite présidents du groupe SMA. Donc c'est avec lui que se discutera le prochain plan triennal, puisque de mémoire, le plan triennal, celui en cours, ça doit être 2017-2020. Voilà, exactement. Donc, qui s'appelait CAP 2020. Voilà. Donc, il s'arrête fin 2020. Ça fait longtemps que la SMA a un plan stratégique à 3 ans. Et donc, on va effectivement réfléchir en 2021 au nouveau plan stratégique, puisque le nouveau président arrivant, pour l'instant, on a temporisé, j'allais dire, pour qu'il puisse faire coïncider sa vision et la nôtre. OK. Dans tout ce que vous nous avez dit, dans les développements, vous avez utilisé le mot capillarité que vous aviez utilisé il y a 2 ans dans la logique du développement. Il y a 2 ans, vous nous aviez aussi expliqué que vous travaillez entre guillemets en co-construction avec le monde du courtage à un extranet. Où en est-il? Alors l'extranet, l'idée dès le départ était effectivement de pouvoir octroyer à nos courtiers un outil pour leur permettre effectivement de faire des affaires et de gérer leur portefeuille. Ces outils nécessitent souvent de forts investissements informatiques, donc ils ne peuvent pas sortir, j'allais dire, intégralement et totalement sur tous les produits et tous les services en même temps. Donc la sortie a été, j'allais dire, progressive depuis 2 ans. Ça fait 2 ans qu'on travaille à l'extranet, qu'on a sorti un certain nombre de choses qui fonctionnent. On appellera ça des briques. C'est des briques, voilà. Et ces briques, la première qui était important de mettre en place, c'était la brique qui permettait de gérer les parcs automobiles. Donc aujourd'hui, tous les courtiers qui travaillent en automobile avec SMA Courtage ont un accès à un extranet de façon à pouvoir gérer leur parc, les entrées-sorties de parc. Mais ce qu'on souhaitait faire, c'est d'abord notre extranet. Juste, on va regarder, tiens, voilà. comment ça se présente. Donc là, on arrive. Donc là, on est dans l'espace où on gère ses clients, son portefeuille de clients. Alors voilà, donc ça c'était la première brique et on attendait avant de communiquer la livraison effectivement de la brique qui permettait au courtier d'avoir une vision complète de son portefeuille, des primes, du montant de ses commissions, des sinistres de ses contrats, etc. Et donc ça c'est ça qui est livré mi-septembre. Donc là, on va venir. Donc sur l'existant, on a mes assurés, et si on regarde derrière, par exemple, sur un périmètre de contrat, Alors aujourd'hui, le courtier, en allant, j'allais dire, sur cet environnement, il a accès à tout son portefeuille, et ensuite, il va pouvoir sélectionner chacun de ses assurés, avoir accès à chacun des contrats. Donc et là, par exemple, on voit un client qui est très constructeur français. Alors là, par contre, là, c'est la partie, on va dire, gestion de parc. Donc aujourd'hui, on a un outil aussi, si vous allez sur un risque sur votre contrat automobile, vous cliquez sur « Gérer mon parc » et effectivement, la possibilité de retirer, de faire sortir des véhicules et d'émettre des cartes vertes. La particularité de notre extranet, c'est qu'on souhaitait, et si vous voulez revenir sur le slide, je voudrais juste montrer quelque chose. C'est le petit carré bleu en haut, c'est marqué « Votre logo courtier ». Alors pourquoi on a fait ça? Parce que en fait, cet extranet, le courtier a la possibilité, c'est à sa main s'il le souhaite, à donner l'accès de cet extranet à son assuré, à son client. Et donc le client peut lui-même à ce moment-là procéder à la mise à jour de ses parcs, à l'octroi de sa carte verte. Alors pour faire ça, bien évidemment, le client ne se connecte pas sur le site de SMA Courtage, il se connecte sur un site qui a été anonymisé et ensuite il accède à l'environnement extranet qui est la double marque, la marque du courtier et de SMA Courtage. Ce qui permet aujourd'hui en fait de partager ensemble quelque part la mise à disposition d'un outil pour nos assurés sans que l'outil soit, j'allais dire, exclusif de la compagnie. Ok, mais alors dans ce cas-là, je vais être très pratique. Donc vous êtes en train de me dire que je ne suis pas l'extranet, je ne suis pas sur le site de SMA Courtage, je suis dans un site où grosso modo on va être co-brandé avec ma marque de courtier plus la marque de SMA Courtage, que l'assuré final, donc mon client, il peut intervenir pour changer sa flotte, etc. Question toute bête, la remontée d'infos. Parce que moi, je veux bien que le client il m'enlève des véhicules et tout ça. Comment moi, ça m'arrange parfois, ça me fait gagner du temps qu'il travaille un peu, mais comment moi, j'ai une remontée systématique de l'information? Alors oui, il y a la possibilité pour le courtier, soit de bloquer, c'est-à-dire la suite, c'est-à-dire qu'il a la remontée d'infos et c'est lui qui valide, ou alors il a la possibilité d'avoir la remontée de l'info a posteriori.
Donc c'est le courtier qui décide en fonction de la maturité de son client, de savoir si effectivement il a besoin de valider les mouvements qui sont faits ou si il a simplement besoin d'être au courant des mouvements qui sont faits. D'accord, donc ça, aujourd'hui, ça marche? Ça marche, et ça, c'est ce qui est livré à partir du mois de septembre, donc l'ensemble de nos courtiers. Donc c'est la brique qui permet de connaître tout son portefeuille et l'ensemble des primes, des commissions et des sinistres touchant chacun de ses assurés. Et ensuite, un certain nombre de briques. En automobile, c'est la gestion des parcs. Sur les polices d'activité, c'est la demande d'attestation nominative, les demandes d'attestation, c'est la déclaration des éléments variables, du chiffre d'affaires par exemple, du contrat. Voilà. Donc il y a les briques que l'on avait fabriquées et mis, j'allais dire, sous le coude depuis 2 ans, en attendant effectivement la livraison d'un environnement un peu plus complet, qui sont aujourd'hui à disposition des courtiers par l'extranet. On peut aussi gérer par exemple un portefeuille de constructeurs de maisons individuelles avec l'extranet, faire rentrer des maisons, demander des attestations, délivrer des garanties et des attestations sur un constructeur de maisons individuelles. L'un des sujets dont on avait parlé aussi la dernière fois, c'était la qualité du service. Il y a un baromètre, c'est Goldberg qui regarde le sujet. Vous n'avez pas progressé sur tous les critères. Alors d'abord, on a progressé sur le critère général, c'est-à-dire sur l'ensemble, sur la moyenne de la note, sinon peut-être que je ne serai plus là pour vous en parler ce soir. Donc première chose, on a effectivement progressé, on a gagné quelques points, enfin, quelques dixièmes de points sur la note globale depuis 2018. Il faut savoir qu'en 2018, on avait demandé effectivement d'avoir, puisqu'on intervenait entre 2 années de notation, on avait demandé à pouvoir être noté particulièrement de façon à avoir notre V0. Et puis, 2019, aujourd'hui, on a une notation de 6,92 au global, ce qui est une notation, c'est sur 10. Hein. Il faut savoir qu'en général, les meilleurs ont 7,2 ou 7,3. Enfin, le 10, c'est rarement, jamais vu de courtier qui était toujours parfaitement content de la qualité de service. Donc, voilà, on reste français, hein. On est, j'allais dire, content, mais peut mieux faire. La moyenne a progressé. Mais ce qui est important, c'est qu'on a beaucoup progressé puisqu'on est maintenant premier sur ce baromètre sur la qualité des produits. Donc clairement, aujourd'hui, on est en tout cas vu comme l'assureur qui apportait des produits de qualité par rapport à nos confrères. Et surtout, c'est sur la pérennité aussi de la politique de souscription. Ce qui est quand même aujourd'hui l'ADN de la mutuelle. Vous n'êtes pas le roi du stop and go. Voilà. On est aujourd'hui aussi premier sur cet item-là, avec des écarts importants, hein, puisque tout à l'heure, je vous disais, par exemple, sur la qualité des produits, la moyenne du marché, c'est 7,66, nous, on est à 8. Vous voyez, et sur la pérennité, la moyenne est à 7,10, et nous, on est à 7,62. Donc, vous voyez qu'on n'est pas juste au-dessus de la moyenne, on est clairement au-dessus sur ces 2 items. Après, le baromètre a laissé apparaître quand même que nous avions encore des axes de progrès. L'axe de progrès le plus important, c'est l'extranet. Tant mieux, puisqu'il n'était pas encore complètement sorti. Donc, sinon, j'aurais été inquiet de voir que nos amis courtiers étaient contents de notre extranet qui n'était pas sorti. Sur ce sujet-là, voilà, on est effectivement très, très à la traîne. Et puis, on a encore le plus de progrès à faire sur les délais de réponse. Aujourd'hui, c'est un élément. Nous restons parfois un assureur, on va dire, qui peut parfois avoir le travers d'un assureur technique et donc peut-être, j'allais dire, instruire les dossiers ou en tout cas avoir un délai de réponse qui n'est pas celui qui est attendu par nos courtiers. Donc le mot réactivité que vous avez utilisé tout à l'heure dans le plan de relance, il faudra peut-être le garder, il faut vraiment le travailler à l'avenir. C'est bien pour ça que d'ailleurs on a décidé pour l'instant d'appuyer fortement sur cette réactivité, mais qu'avec un nombre aujourd'hui, un sous-ensemble effectivement de nos courtiers, mais pas avec la totalité. D'accord, en tout cas c'est des indicateurs qui sont fortement suivis chez vous. Alors ces indicateurs qui sont suivis, et puis surtout c'est que dans la poursuite de ce baromètre, et puis parce que ça fait partie de notre plan stratégique, hein, proximité et j'allais dire accompagnement, le deuxième axe c'est qualité de service. Il faut qu'on se différencie par la qualité de service. Et cette qualité de service, elle passe par la mise en place des outils, l'extranet, mais elle passe aussi par la mise en place des engagements de qualité de service. Et donc en 2021, nous allons lancer des engagements de qualité de service qui seront signés avec nos courtiers. Et dans ces engagements de qualité de service, il y a bien sûr un axe réactivité, engagement de délai. Ok.
Vincent Figarella, merci. Tout de suite, on attaque notre deuxième partie, c'est le face-à-face. Le face-à-face, Vincent Figarella et Bertrand de Surmont. Bertrand, vous avez écouté attentivement. Dans tous les débats où je disais on ne sait pas qui est partenaire, qui est fournisseur, etc., des mesures comme ça, décentralisées, laissées à la main des courtiers, vous avez tendance à dire que c'était une bonne solution? Ah oui, clairement. Toutes les mesures qui ont pu laisser au courtier toute sa capacité, ou non d'ailleurs, Vincent l'a expliqué tout à l'heure, d'intervenir auprès de ses clients, ça c'était exactement ce que l'on voulait. Et pour ça, la stratégie de SMA a été bien montée. Et honnêtement, contrairement à quasiment tous les autres plans de relance des compagnies de la place qui ont édicté leurs décisions de manière unilatérale, sans prendre le pouls du courtage et en arrivant soit à des aberrations, soit à des mauvais fléchages, soit voilà. Il y a eu beaucoup d'argent mis sur la table par le monde de l'assurance de manière générale, que ce soit en mesure générale ou en mesure dite extra-conventionnelle, puisque c'est le terme qui a été utilisé. Voilà, je pense que donc en termes d'euros, c'est respectable. En termes d'efficacité des mesures, voilà, il y aurait beaucoup à dire. Et on ne l'a pas assez dit, mais ça va quand même mieux en le disant. Là où les assureurs ont dit à grand renfort de communication qu'ils avaient fait des efforts de solidarité incroyables, ils ont juste oublié de dire que les courtiers étaient associés à ces efforts, indirectement peut-être, mais associés à ces efforts. Ok, est-ce que globalement, quand même, cette crise, ça pose pas quand même le lien entre, d'un côté, les professionnels et le réseau de distribution qu'est le courtage? Votre sentiment, Vincent, sur ce sujet-là? Peut-être qu'effectivement, la situation et l'urgence a conduit quelques compagnies à raisonner au final par rapport à leur assuré, peut-être en ne pas assez discutant ou en tout cas sans intégrer les difficultés que pouvait avoir aussi l'intermédiaire qui rencontrait lui-même des difficultés. Quand un assuré ne paye pas sa prime, il manque aussi, j'allais dire. Et quand il y a on un fait problème de cadeau de prime, on met aussi en trésorerie difficulté voilà. l'intermédiaire. Ouais. Donc voilà, je pense que c'est peut-être de là qu'est né il y a eu aussi peut-être un effet j'allais dire d'urgence, de nécessité d'urgence aussi, qui a conduit peut-être à prendre des postures générales, tout réseau, on va dire, sans... Si ça avait été tout réseau, ça aurait déjà été pas mal. Mais le problème, c'est qu'on l'a bien vu. Dans les 4 grandes compagnies, elles ont d'abord commencé par privilégier leur réseau d'agents, et après, le courtage, il a quand même, alors il y a une ou deux qui l'a fait spontanément. Les autres, il a fallu leur tirer un petit peu l'oreille. Quant à la grande absente de ce débat-là, c'est Allianz, voilà, soyons clairs, qui s'est mué dans un silence qui est hallucinant par rapport au courtage, à tel point que je me demande aujourd'hui si Allianz veut toujours continuer à travailler avec le courtage. Ok, alors ça y est, c'est fait. Dans les sujets d'actualité que l'on a, on en a très peu parlé. On en avait pas mal parlé la fois précédente, l'assurance construction. Où en est-on aujourd'hui sur le sujet? Et on a une question, donc je vous la livre de suite. Que pensez-vous du risque que fait peser l'assureur Millennium sur le marché de la construction à l'horizon du Brexit? Donc, est-ce que l'assurance construction, c'est toujours un vrai micmac? Non, je pense que sur l'assurance construction, le marché s'est quand même clairement amélioré depuis 2 ans qu'on a vécu cette explosion sur cette branche-là et toutes les affaires qu'il y a pu y avoir, les dépôts de bilan qu'il y a pu y avoir. Je pense qu'on peut dire que ça s'est amélioré. Là où je suis, en tant que président de Planète CSCA, encore inquiet, c'est que je pense que, et l'auditeur parle de Millennium, mais il y en a probablement d'autres, je suis inquiet que
certains courtiers, par leur tentation à aller à la facilité. Donc je redis, et il ne s'agit pas pour le coup de dénommer quelqu'un, je redis attention sur ce marché de la construction qui est un marché long, qui est un marché compliqué, qui est un marché de techniciens. Euh, euh, Choisissez les bons partenaires parce que ce n'est pas le tout de souscrire une affaire, il faut pouvoir payer les sinistres dans 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Donc voilà, je redis au courtage, faites attention, informez vos clients, informez-vous sur les contreparties. Euh, euh, Tout n'a pas été fait sur ce marché et voilà, on n'est pas à l'abri de certaines mauvaises surprises. Vincent Figarella, est-ce que le marché, pour rebondir sur ce que disait Bertrand, s'est un peu assaini? C'est-à-dire qu'il y avait une concurrence des acteurs en LPS, on regarde que le prix, des acteurs qui mènent des politiques de stop and go, où je prends pas en fonction des risques. Est-ce que vous avez le sentiment que ça va un peu mieux? Alors, sur la présence d'acteurs en LPS, il y en a quand même un petit peu moins, parce que beaucoup se sont soit retirés, soit ont disparu. Voilà, donc ça s'appelle la sélection naturelle. Oui, sauf que la disparition dans la sélection naturelle, elle pose problème sur un risque long. Voilà. Et puis, j'allais dire, après, ça reste un marché concurrentiel. Heureusement, il y a aujourd'hui, il n'y a pas de cartel des assureurs qui. Donc, heureusement qu'il y a de la concurrence et que de temps en temps, il y a effectivement des gens qui ont envie de faire du développement. Moi, ce que j'attire l'attention, c'est effectivement, c'est dans le choix du partenaire, c'est choisir un partenaire fiable. Donc, fiable dans la fiabilité, il y a la durée dans le temps. Et puis surtout, je pense, pour un courtier, ce qui est compliqué à gérer, c'est les mouvements de va-et-vient de son partenaire. Donc, c'est aussi avoir un partenaire qui a une politique stable et qui ne va pas résilier ou procéder à de la surveillance du portefeuille sur la moitié de son portefeuille au bout d'un ou 2 ans. Donc ça, j'allais dire aussi, ça c'est important. Et alors, je le dis parce que comme on est premier sur le baromètre dans la pérennité de la politique de souscription, je peux le dire de manière, forte, que c'est un élément pour moi qui est, si j'étais courtier en tout cas, sur lequel je serais en premier lieu attentif, parce que faire et défaire son portefeuille, c'est, je pense, compliqué pour un courtier. On a une question qui est arrivée là, qui est combien avez-vous est-ce que vous avez repris beaucoup de contrats qui avaient été signés avec des LPS? Non, très peu en fait. Alors d'abord, parce que je pense qu'on n'était pas obligatoirement dans le radar des courtiers qui avaient des morceaux de portefeuille entiers placés. Après, ce qu'on a fait, on a accompagné tous les courtiers qui, du coup, étaient face à un prospect qui avait malencontreusement eu quelques déboires dans le passé, qui avait décidé de changer du coup d'intermédiaire et qui, venant voir nos intermédiaires partenaires, là, à ce moment-là, on les a accompagnés. Mais j'allais dire, ça reste très limité et on n'a pas fait du tout de reprise de portefeuille. Ok. Vous évoquiez sur l'assurance construction là, donc, les acteurs étrangers, la concurrence. Je voudrais qu'on s'arrête 2 secondes sur la concurrence, sur le marché de l'assurance et l'impact que ça peut avoir sur le courtage. Vous nous avez présenté tout à l'heure la stratégie qui avait été la vôtre face à la crise du Covid. Est-ce que la crise du Covid peut réactiver la concurrence dans le monde du courtage en se disant que des intermédiaires se disent « mais voilà, moi j'ai bossé avec tel et tel assureur dont je considère qu'ils ne se sont pas bien comportés pendant la crise, je vais plutôt changer de partenaire, aller voir ailleurs ». Est-ce que vous dites qu'il y a une opportunité de conquête, même si j'ai bien compris que vous ne cherchiez pas à ouvrir des codes à outrance? Alors peut-être qu'on va bénéficier de... J'aurais préféré que ces courtiers viennent nous voir parce qu'ils nous considèrent comme des partenaires fiables, mais j'allais dire par principe et pas par opportunité. Voilà, mais oui, la vie n'est faite que d'opportunités. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, c'est en tout cas la stratégie qu'on a développée vraiment maintenant depuis 5 ans, c'est être un acteur, on va dire, fiable et partenaire. Et c'est vrai que c'est peut-être des fois dans les crises ou dans les difficultés qu'on mesure la qualité de son partenaire. Donc voilà, on a peut-être aujourd'hui, en tout cas j'espère qu'on a apporté à nos courtiers la démonstration de notre volonté de les accompagner. Bertrand, quelle est l'humeur des troupes par rapport à ça? On se dit effectivement, tiens,
Tout ce qui s'est passé, on pourrait écrire maintenant un livre sur ce qui s'est passé depuis 6 mois, va laisser des traces. Va laisser des traces dans la relation entre courtiers et leurs fournisseurs, puisque maintenant on emploie ce mot-là, va laisser des traces, et on va les constater au renouvellement à fin 2020 pour l'année 2021, qui va être un renouvellement qui va se passer dans les larmes et le sang, pour plusieurs raisons. L'augmentation des primes, mise en place d'un nouveau produit assurance pandémie qui va rajouter peut-être de la prime pour le client, des arbitrages de compagnies sur leur portefeuille qui pourraient les amener à résilier un certain nombre de contrats. Et puis ce qui s'est passé avec l'émergence d'un certain nombre de compagnies qui se sont comportées correctement, et il y en a eu, il ne faut pas envoyer tout le monde avec l'eau du bain, ou de banques assureurs, Maïf, Crédit Mutuel, qui ont très bien joué le coup peut-être de la communication. Alors certains ont appelé ça déjà un début de guerre commerciale, mais néanmoins, tous dans leur plan stratégique, et là, de la fin de l'année, ils vont tous se positionner sur le risque pro et le risque d'entreprise. Donc oui, il va y avoir, je ne le souhaite pas, mais en tout cas, je le comprendrai, qu'un certain nombre de courtiers réarbitrent leur portefeuille en fonction de ce qui s'est passé. Ça me semblerait légitime, très légitime. Les renouvellements 2021, vous vous dites que ça va être chaud. Si je suis Bertrand qui nous dit des larmes et du sang. Alors, déjà, j'allais dire, l'exposition, nous sommes beaucoup exposés en construction. C'est déjà une première chose. Donc, c'est un renouvellement toujours très particulier, le renouvellement de l'assurance construction. Et puis après, sur le dommage et l'auto, on a des expositions qui peuvent être différentes d'autres acteurs. Donc, je nuancerai un petit peu, du coup, le propos du fait de cette exposition. Donc, clairement, en automobile, nous sommes comme beaucoup, impactés par des dérives aujourd'hui de résultats. D'abord, on s'est aussi beaucoup développé depuis ces dernières années sur ce segment-là. Et donc, on a des résultats qui dérapent un peu en transport. Et j'allais dire, le renouvellement, effectivement, va se faire avec des hausses et des redressements nécessaires et importants. Sur la partie dommages, comme beaucoup d'assureurs, on disait tout à l'heure, il va y avoir, j'allais dire, dans certains cas, la mise en place de révisions de texte ou d'intercalaires, mais nous, on reste, j'allais dire, exposé de manière en nombre limité, donc c'est pas, j'allais dire, j'espère que ça se passera bien dans le cadre de cette relation de proximité. Et puis sur la partie construction, là, clairement, deux choses. Un renouvellement, puisqu'on a toujours une non-amélioration des résultats de l'assurance construction. Donc ce qui est clair, et encore, il nous reste des choses devant nous avec effectivement les non-recours ensuite qu'on va obtenir parce que effectivement un certain nombre d'acteurs qui avaient délivré des garanties en LPS n'existent plus. Pour l'instant, on n'a pas eu sur nos contrats encore l'intégralité de la face cachée de l'iceberg, de toute cette masse d'assurés. Donc l'assurance construction nécessite effectivement d'avoir encore des hausses. Et la stratégie de la SMA, c'est de limiter ces hausses au même niveau raisonnable que ceux de l'année dernière. Donc ça veut dire qu'on va être sur des majorations de l'ordre de 2 à 8%, puisqu'elle est très segmentée, mais l'essentiel des assurés ont des majorations du même ordre que celles de l'année dernière, c'est-à-dire des majorations relativement faibles. Après, sur la dommage ouvrage, reste là une difficulté, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit que les résultats en logement, en accession, ne sont pas bons en dommage ouvrage, et clairement, là, il y a besoin de redresser les résultats. Donc peut-être que les renouvellements de nos accords cadres s'accompagneront de mesures tarifaires sur ce segment-là. Ok, donc mesures tarifaires. Il est 13, il nous reste quelques minutes, donc on va pouvoir conclure. Question très pratique d'un courtier qui pose la question, venez-vous aux journées du courtage? Alors oui, nous venons aux journées du courtage. Nous avons décidé de maintenir notre présence et de manière physique. Donc nos inspecteurs sont sur le stand.
Ce qui est dommage, on a été contraint d'annuler tout l'aspect, on va dire, festif et réceptif, parce que là, la mise en place des contraintes sanitaires font que ça devient de plus en plus compliqué de pouvoir trinquer ensemble en préservant et le masque et la distance et le... Enfin voilà. Donc ça, on essaiera de mettre en place par la suite des manifestations pour à nouveau pouvoir voir nos courtiers partenaires sous forme réceptive, mais à une période où le Covid nous permettra. Ok, j'en avais d'ailleurs justement une question. Pour vous, la crise, vous l'estimez à quelle durée? Vous dites quand le Covid nous le permettra, vous rentrez dans un environnement où vous vous dites on pourrait être dans une situation qui est plus structurelle que conjoncturelle? Oui, je pense que ça risque de durer et peut-être que l'ensemble de ce qu'on a mis en œuvre à l'occasion de cette pandémie a permis de démontrer à tout le monde qu'en cas de pandémie, on pouvait peut-être renouveler l'expérience. Donc je crains effectivement qu'un jour on ait le Covid-21 ou Covid-22. Okay. Un mot de conclusion, on commence avec vous, Bertrand. Bah, écoutez, moi je vais formuler un regret et puis un espoir. Le regret, c'est que on a constaté avec tristesse le manque de préoccupation d'un certain nombre de compagnies par rapport à ce qui est en fait leurs clients, c'est-à-dire le réseau de courtage, alors que les courtiers ont passé leur temps dans le confinement et hors confinement à se préoccuper de leurs clients et à les défendre. Et Dieu sait que ça n'a pas été difficile compte tenu de la cacophonie à laquelle on a assisté sur le marché. Donc ça, c'est une vraie déception. Franchement, c'est une déception et je ne sais pas dans quelle mesure elle ne va pas laisser des traces profondes. Mais bon, ça, on verra. Et puis un mot d'espoir, c'est que les courtiers, on le voit, mais on le voit dans ce qu'évoquait Vincent tout à l'heure, dans l'apport d'affaires dont ils sont capables, ben voilà, sont là pour défendre leurs clients, sont là pour, ils vont continuer et ils vont essayer voilà, de maintenir cette place qui fait que ben, le client, il est rassuré quand il est avec un courtier. Vincent Figarella, votre conclusion. On a eu une question qui disait, mais si vous baissez le nombre de courtiers avec lesquels vous travaillez, est-ce que ça veut dire que vous réduisez votre production? C'est une stratégie dynamique que vous menez ou c'est une stratégie défensive? Alors non, pas du tout. D'abord, il faut savoir qu'on n'a pas diminué le nombre de courtiers avec lesquels on travaille, on a simplement limité le nombre de courtiers que l'on anime. Donc on n'a pas, j'allais dire, mis à part le solde qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire sur 700 courtiers, on a dû fermer en tout une centaine de codes. L'idée était surtout de ne pas travailler avec les courtiers qui venaient en fait picorer à la SMA BTP, qui plaçait une affaire par an. Pourquoi? Parce que, j'allais dire, on ne peut pas aujourd'hui vanter un service individualisé et une qualité de service si effectivement on dépense toute son énergie à tout va. Donc l'idée était plutôt de se concentrer sur les vrais courtiers partenaires. Donc quand on a eu ce choix-là, et qu'on a décidé de travailler qu'avec, enfin d'animer que la moitié de nos courtiers, en fait on a fait des progressions de l'ordre de 10% par an en ne travaillant qu'avec une partie de nos courtiers. Donc aujourd'hui on fait beaucoup plus d'affaires avec nos courtiers animés que ce qu'on a pu faire avec des courtiers, j'allais dire, qui passaient en bas dans la rue et qui déposaient une affaire en passant. Ok, donc grosso modo, vous considérez d'un point de vue sémantique que partenaire et fournisseur, ça ne veut pas dire la même chose et vous préférez être partenaire que fournisseur? Parfaitement, c'est exactement le résumé de notre stratégie. Ok, merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous donc, pour ce premier rendez-vous des courtiers. Je vous avais dit qu'on ne s'était pas beaucoup vu depuis le début de cette année. Eh bien, on va se revoir beaucoup plus et ça tombe bien. Et on se retrouvera donc le mois prochain. Ce sera le 5 octobre pour un prochain rendez-vous des courtiers. Ciao, à bientôt.